Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite le sommaire de ce mercredi 15 février. Dans votre édition, état des lieux de l'immobilier dans la ville de Bordeaux, décryptage du programme de l'extrême gauche concernant le logement avec notre économiste Michel Mouillard. Il sera en plateau avec nous dans quelques instants. Et avant de nous quitter, retrouvez votre rubrique ImoVip. Bienvenue dans votre édition. Allez, on prend à présent la direction de Bordeaux. Comment se porte le marché immobilier dans cette ville? Eh bien, on va faire confiance à notre journaliste. Élément de réponse avec Mickaël Martin. Année record pour l'immobilier tertiaire bordelais. Selon BNP Paribas Real Estate, 307 millions d'euros ont été investis dans l'immobilier tertiaire en 2011, soit 3 fois plus qu'en 2010. Bordeaux, qui signe là son record, devient la 4e ville la plus recherchée de France par les investisseurs, derrière Paris, Lyon et Marseille. BNP Paribas précise que les bureaux ont concentré 45% des engagements, avec transactions significatives, acquisition par la nef de l'immeuble Nautilus pour un montant de 27 millions d'euros, et la finalisation par Neymi Europe de l'achat des immeubles Bordeaux Plaza 1 et 2 pour 26 millions d'euros. À 55%, les investisseurs restent en majorité français en 2011, les Allemands suivent avec une part évaluée à 34%. Allez, le problème du logement, on en parle. Un problème bien évidemment au cœur des campagnes en vue des élections présidentielles pour tous les candidats. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui sur notre plateau notre spécialiste, notre économiste. Il s'agit de Michel Mouillard. Michel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, dernier jour, dernier programme, ceux de l'extrême gauche avec les candidats de Mélenchon et Artaud. Les principales mesures, ce sont plus de logements sociaux et une baisse des loyers pour Jean-Luc Mélenchon. Et puis, Madame Artaud, elle est plus directe, on va dire, réquisitionner les logements manquants. C'est assez direct comme mesure. Mais avant d'en parler, je vous propose d'avoir l'avis des Français, comme toute cette semaine. Vous avez l'habitude de voir ce qu'ils en pensent de ces mesures. Et puis on se retrouve juste après. Allez, on regarde. Ça me paraît un peu utopique. C'est des belles paroles avant les élections, mais c'est tout, quoi. Ça peut être une bonne mesure, mais je pense qu'en pratique, c'est très difficile à mettre en œuvre. Mélenchon, c'est la révolution, c'est complètement utopiste. Ça, c'est amusant, mais c'est pas possible. C'est pas très réaliste parce que pendant ce temps, les charges augmentent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Michel, pour ce dernier jour, êtes-vous d'accord avec l'opinion des Français de ce qu'on vient de voir? Ce qu'on a entendu, comme à l'habitude, exprime une détentation. La recherche, la conquête des trésors cachés. Et c'est une pratique que l'on retrouve régulièrement au cours des 30 dernières années en France. Simplement, lorsqu'on n'a pas les moyens d'intervenir directement ou de contrôler ou de reprendre le contrôle d'une situation, on invoque un trésor caché. Il y en a un qu'on connaît en France, c'est celui de la mobilisation ou de la réquisition des logements vacants. C'est assez radical, ça. Il n'y a aucun des ministres du logement depuis le début des années 80 qui n'ait pas évoqué son souci de mieux utiliser les logements vacants. Et oui, ça pourrait résoudre une partie du problème, forcément. C'est de la logique. C'est de la logique, mais est-ce de la bonne logique? Regardons où sont ces logements vacants. Pour une grande partie d'entre eux, ils sont sur des territoires qui sont des territoires où plus personne ne voudrait trop aller aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'activité économique, parce que c'est bien pour les vacances. Mais bon. Donc, ça signifie que sur des communes rurales, dans certains départements de France, dans le Cantal, dans la Lozère, dans l'Allier, etc., on trouve beaucoup de logements vacants. Est-ce que ces logements vacants peuvent répondre aux problèmes qu'on cherche à traiter aujourd'hui? Non, certainement pas. Même en situation d'urgence? Oui, c'est-à-dire que vous allez expliquer à des ménages qui sont demandeurs de logements sociaux dans les Hauts-de-Seine d'aller dans le Cantal parce qu'ils cherchent en urgence un logement. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas, hein, la mobilité, comme disait Jules Verne, hein, c'est bon. Maintenant, une autre partie de ces logements vacants, ce sont des logements qui sont aujourd'hui, on va dire, en cours de désaffectation. Ce sont des logements qui vont être détruits, ce sont des logements qui ne sont plus de qualité de confort. Exemple, les bars HLM qu'on dynamite simplement parce que, voilà. Et donc, ça signifie que ces logements-là, on peut considérer qu'on va les conserver, qu'on va les réutiliser. Mais est-ce que la demande est prête à aller là? Ce n'est pas évident, puisque déjà, elle n'y était plus.
Et donc, quand on regarde sur les, pour simplifier, 2 millions de logements vacants, comme on a l'habitude de dire, on trouve quoi? 400, 500 000 logements qui pourraient être mieux utilisés. Mais bien souvent, une petite partie de ces logements correspond véritablement à ce qu'on appelle une rétention spéculative. Sinon, ce sont des logements qui, de toute façon, vont revenir sur le marché dans 1 mois ou dans 2 mois, voire un peu plus des fois. Si cette question a toujours été évoquée, mais jamais réglée depuis 30 ans, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on la trouve, qu'on la cherche. Cela signifie qu'on est tenté, par exemple, on le voit très souvent sur Paris, de dire il y a énormément de logements vacants partout. On a bien vu que la question n'était pas aussi simple que ça, que la taxe sur les logements vacants avait révélé que le problème n'était peut-être pas celui auquel on pensait. Maintenant, il y a une autre proposition qui est faite et qui revient toujours, hein, c'est cette fameuse question des loyers. C'est une question importante. Pourquoi? Elle est importante parce que quand on regarde ce qui s'est passé au cours du dernier quart de siècle, on a tout de même l'impression que le pouvoir d'achat des ménages n'a pas évolué comme il avait pu le faire par le passé. Il a modérément évolué, et d'ailleurs, dans toutes les enquêtes aujourd'hui qui sont faites, la priorité des ménages, c'est 1, le pouvoir d'achat, 2, l'emploi, ou 1, l'emploi, 2, le pouvoir d'achat. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Et quand on regarde toutes les difficultés que les ménages peuvent rencontrer, par exemple dans les commissions de surendettement de la Banque de France, la raison première et principale, c'est la baisse ou l'insuffisance des ressources. Donc il est évident, lorsque vous avez des revenus qui sont à la baisse, insuffisants, surtout quand en plus vous avez d'autres sollicitations dans la vie, hein, eh bien, vous trouvez inévitablement qu'une dépense importante telle celle du loyer est difficile, voire insupportable. Et allons plus loin dans les analyses qu'on peut faire. On dit habituellement les taux d'effort des ménages locataires ont formidablement progressé au cours des années. Les éléments d'enquête disponibles, tout le monde les a et les a utilisés, disent qu'effectivement, entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2000, parce que ces enquêtes ne vont pas plus loin, les taux d'effort, c'est-à-dire la part du revenu que les locataires consacrent, a progressé de 4-5 points. Donc, atteignant aujourd'hui 23-24%, suivant les sources que l'on prend. Mais quand on regarde de manière plus détaillée, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Et il y a très peu de travaux qui se sont penchés là-dessus. Il y en a quelques-uns qui ont été faits et qui sont tout à fait révélateurs. Et d'ailleurs, c'est un jeune économiste très brillant, statisticien, qui travaille à l'Union sociale pour l'habitat. Quand il l'a fait, qu'est-ce qu'il retrouve? Eh bien, il trouve que derrière cette augmentation des taux d'effort, on a 3-4 causes. Tout d'abord, on a des aides personnelles qui ne remplissent plus aujourd'hui le rôle qu'elles remplissaient par le passé. On en a parlé cette semaine des aides cette personnelles, semaine déjà. De l'importance des aides personnelles. Il y a le fait, évidemment, que les loyers ont progressé. De la même façon dans le parc locatif social et dans le parc locatif privé. Très important, il faut s'en souvenir. Mais aussi, on s'aperçoit que les revenus de ces ménages, généralement, ont très, très faiblement progressé, voire ils ont même baissé, parce que des fois, ces ménages-là sont dans des situations professionnelles familiales